Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du Journal du Soir sur la deuxième chaîne nationale. À la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont examiné hier mardi, article par article, le draft du règlement intérieur. Les détails avec Laetitia Massila Toula. La Chambre basse du Parlement a été consacrée aux travaux d'examen et d'adoption article par article du draft du règlement intérieur devant régir le fonctionnement de cette chambre parlementaire durant la 4e législature. La secrétaire rapporteure du bureau d'âge, la députée nationale Njouzi Percy, a égrené les 253 articles non susceptibles d'amendement, lesquels ont été adoptés in globo. Elle s'était ensuite pressentie sur les articles ayant fait l'objet d'amendements proposés par les députés et l'appréciation de la commission. Sur 290 articles, 737 ont été amendés. Le patriarche Christophe Mbosso a abattu un travail appréciable d'éclairage et d'orientation du débat autour des articles amendés. Pour question des méthodologies, l'honorable président de l'Assemblée nationale a suggéré aux députés de verser leurs amendements écrits à la commission ad hoc, question de donner son appréciation par rapport à l'amendement proposé. Bien avant, le président de l'Assemblée nationale avait procédé à la présentation de 49 nouveaux députés validés par la Cour constitutionnelle, dont le député Guy Moussomo représentant les territoires de Kwamonto. Ensuite, le président Mbosso s'est attardé sur l'arrêt RC numéro 13/89/DNCR du 12 mars 2024 de la Cour constitutionnelle portant proclamation de résultats définitifs des élections législatives nationales du 20 décembre 2023. Il ressort de cet arrêt que 49 élus ont été proclamés députés à l'issue des contentieux électoraux ayant entraîné la validation de 49 autres élus proclamés provisoirement élus nationaux par la CENI. De ces faits, une commission spéciale temporaire sera mise en place composée de 26 députés en raison d'un délégué par province. Cette commission spéciale sera chargée de vérifier le pouvoir de suppléant des députés ayant renoncé à leur mandat. 49 nouveaux députés entrant en remplacement de ceux invalidés par la Haute Cour. La commission ad hoc siégera dans la salle de banquet et disposera de 72 heures à dater de la constitution de son bureau pour réaliser le travail lui confié. Entre-temps, le bureau provisoire a déjà saisi la CENI pour obtenir le dossier physique de chaque élu. Dans le cadre du contrat 6 communes revisité, les réseaux routiers intégrateurs prioritaires vont être privilégiés dans le souci de désenclaver la RDC, a martelé le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés Yodi Shembo au cours du briefing presse co-animé avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Les détails dans ce reportage. 7 milliards de dollars américains montant majoré au terme de la révisitation du contrat 6 communes. Cet argent servira à la construction et réhabilitation des routes en vue de désenclaver la République démocratique du Congo. C'est l'agence des pilotages, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés qui va chapeauter ces programmes. Elle a pour vocation de piloter des projets colossaux des partenariats publics-privés d'un montant minimum à 1 milliard de dollars américains dans les domaines d'infrastructures et des ressources naturelles. Pour le directeur général de l'APCSC, les routes intégrateurs sont prioritaires pour le désenclavement de la RDC. Nous n'avons pas encore une liste officielle et dès que la liste officielle sera, c'est-à-dire que le ministère des Infrastructures aura formalisé une liste qui sera présentée à la CICOMINE pour financement et sera mise à la disposition de l'opinion. Les critères qui vont militer pour la sélection de plusieurs projets, ce sera d'abord des projets qui seront intégrateurs, que nous puissions connecter les routes qui en facilitent le développement. D'une manière générale, selon les orientations de l'autorité, nous pouvons vous dire que la volonté du président de la République est de voir la route nationale numéro 1 reliée de bout en bout. La route nationale numéro 1, c'est la route nationale qui va de Banana de Mwanda jusqu'à Sakania. Yodi Shembo rassure la population congolaise sur la bonne qualité des infrastructures routières. Ici, lorsqu'on parle de chinoiserie, on parle des produits de qualité médiocre. Et c'est justement ça a été ça son combat et son message. Il leur a dit, je veux qu'on rééquilibre les choses
Je veux qu'il y ait une bonne qualité de manière à ce que même votre image dans notre pays soit lavée. Alors, maintenant, il appartient à nos partenaires chinois de livrer un produit de bonne qualité, mais il nous appartient à nous de les suivre. Quant à nous, nous avons reçu des instructions claires. Monsieur le Président est déterminé à ne plus avoir des routes biodégradables. Rappelons que le chef du gouvernement central, Jean-Michel Sama Lukonde, a assisté mardi dernier à Kinshasa à la relance des activités SICOMIN. Deux regroupements politiques reviennent une fois de plus dans le cadre de sa seconde mission lui confiée par le chef de l'État. Il s'agit de l'ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens, et ARR, l'Alliance pour la réforme de la République. Deux plateformes politiques sont venues réaffirmer leur appartenance à la majorité parlementaire consolidée à la suite des résultats définitifs publiés par la Cour constitutionnelle. Commentaire Nathan Emilio Tomboué. Seconde mission de l'informateur Augustin Kabouya Chilumba rime avec consultation accélérée, considérée comme la phase la plus sensible pour aboutir à la formation du gouvernement. Le premier regroupement, ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens, conduite par la ministre sortante du portefeuille, princesse Aldel Kainda, qui a eu un tête-à-tête avec l'informateur et lui a signifié son appartenance à la majorité parlementaire du président Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes venus poser notre acte de confirmation de dire que ALDEC fait partie intégrante de la majorité parlementaire qui siégera désormais à l'Assemblée nationale. Et que la majorité confortable qui était pour nous notre souhait d'accompagner le chef de l'État dans son programme d'action et qu'aujourd'hui le chef sera tranquille de mener bien sa vision parce que le chef a sa propre majorité à l'Assemblée nationale. Autre regroupement, autre délégation à franchir le portillon du quartier général de l'informateur, c'est l'A2R, l'Alliance pour la réforme de la République, que dirige sa coordonnatrice Henriette Ouamou. Pour elle, Augustin Kabouya Chilumba a un nouveau rôle à jouer pour mener à bien la vision du chef de l'État. Nous sommes venus lui confirmer que l'A2R soutient toujours le chef de l'État dans ses projets et dans sa vision. Et je sais que le président pourra compenser chacun de ses enfants. Pour rappel, l'ALDEC tient de la plateforme Agissons et Bâtissons, chère au Premier ministre sortant Sama Lukonde, tandis que l'A2R est un regroupement faisant partie de la plateforme AAAP, chère à Tony Kankushiku. Décédé depuis le 13 juillet 2023, c'est aujourd'hui, mercredi 20 mars, que le corps de l'ancien ministre des Transports, Chérubin Okende, a été mis en terre. Revivons les derniers hommages qui lui ont été donnés à travers ce reportage. Ce sont des hommages émouvants rendus à ces dignes fils du pays ce mercredi. De la morgue du cinquantenaire à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Lingwala, l'émotion était vive. Ses collègues, amis, sa famille n'avaient que de larmes pour pleurer Chérubin Okende Senga. Difficile pour ses enfants de se retenir. Chérubin Okende, c'était la loyauté, le sens du devoir et du sacrifice, la droiture, la décence surtout, le bon sens, l'honneur, la dignité et le respect, la fiabilité, l'amour des autres, surtout la joie de vivre. La foi en notre Dieu, ce sont autant de qualités que papa non seulement tenait à haute estime, mais qu'il mettait en pratique chaque jour pendant son séjour ici sur terre. Papa a disparu un mercredi, et le mercredi, c'était son jour de jeûne. Un jour très particulier pour lui. Il passait sa journée affamé, sans boire de l'eau. Il était juste affamé pour son Dieu. Retrouvé mort dans sa Jeep sur poids lourd, le décès de Chérubin Okende avait suscité de réactions dans la sphère politique du pays, tant sur le plan national qu'international. Après 8 mois d'une enquête, la justice congolaise avait livré ses conclusions. Décès par suicide.
Une pilule amère à avaler pour sa famille qui a tout de même reçu les dossiers de conclusion. Dieu a donné, Dieu a repris, le corps de ce brillant politicien reposera à la nécropole entre terre et ciel. Focus sur la ville de l'Ituri où les routes subissent la cure de jouvence. Dans un premier temps, 20 km ont été asphaltés. Ce projet est l'œuvre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par l'association Gabéon, comme nous le dit ce reportage de Gaëtan Mangalano. Regardez. Bouclier exécutif pacifique. C'est ici qu'est débute la matérialisation de 10 km de routes asphaltées dans le cadre de 20 km promis par le président Félix Tshisekedi. Si on se mettait compte de voir un peu en avant là, c'était vraiment catastrophique. Vraiment félicitations pour Namakambo et Talinzela, Tosepeli Makasi. De construction purement congolais signé Mont Gabaon, qui aujourd'hui change l'image de la province de l'Ituri. C'est la ville vraiment, tout le monde m'a différent ses alliés. 2 ans en arrière, cette route était impraticable, comme l'estiment ces messieurs, préférant plutôt saluer ces avancées enregistrées. Auparavant, il n'y avait pas une route asphaltée ici dans la ville de Bunia. Nous avons vu quand même les goudrons. Loin du centre-ville, 8 km pour arriver enfin où s'opère la magie. À la carrière, c'est là où on est en train d'extraire la pierre. On est en train de concasser la même pierre pour avoir des graviers. Et les mêmes graviers, on est en train de les transformer pour préparer tous les travaux normalement de la route et de l'aéroport. Ici, à l'aéroport de Bunia, 4 projets sont en cours d'exécution. La construction de la tour, la nouvelle tour, la construction de l'aérogare et la construction de la caserne anti-incendie, mais aussi l'élargissement de la piste et du tarmac. Venez, nous allons vous donner toutes les informations possibles. C'est une tour qui va s'élever jusqu'à 20 mètres pour pouvoir voir tous les 2 bouts de piste. On va élargir la piste afin que les avions les grands porteurs puissent atterrir facilement. La modernisation de ces routes par de Congolais traduit la vision du garant de la nation, de créer aussi de millionnaires congolais. Démolition des cuisières de l'immeuble en construction qui s'est incliné aux environs de l'hôpital médecin de nuit, non loin de Sosimat. 48 heures après la catastrophe, le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, a donné des instructions prioritaires. Nous, la ville, nous sommes censés donc appliquer la loi. Un immeuble qui s'est affaissé à ce niveau-ci, nous sommes obligés de l'abattre. C'est comme ça que nous avons saisi les services compétents. Nous avons aussi demandé à notre partenaire AES qui nous accompagne au niveau des différentes réalisations, notamment des routes, ainsi que de ponts, ici dans la ville de Kinshasa. Nous lui avons chargé de faire la démolition de ces bâtiments qui s'est affaissé depuis hier. Alors aujourd'hui, nous avons réuni toutes les conditions nécessaires pouvant nous permettre de commencer la démolition. Bon, nous sommes venus lancer donc les travaux de démolition de ces bâtiments. Les dispositions ont été prises depuis hier. Tous les voisins ont été informés et avisés. Ils ont pris des dispositions de dégager le lieu. Et je crois que l'avenue aussi est fermée jusqu'à nouvel ordre. Les immeubles qui naissent comme des champignons, ça prouve qu'il y a une croissance qui est au rendez-vous de notre histoire et surtout de l'avènement de notre président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Mais est-il que les services concernés pour délivrer le permis de construction, ils ont l'obligation de faire le suivi des actes qui sont en train d'être posés. Nous, la ville, on s'est mis juste à donner des autorisations de bâtir pour les immeubles ayant un rez-de-chaussée plus un seul niveau. Alors, ces bâtiments ici, c'était un bâtiment de rez-de-chaussée plus 7 niveaux. Donc, il s'est affaissé, on voit bien que le rez-de-chaussée est déjà enfoui sous terre. Il y a également le premier niveau et le deuxième niveau qui sont déjà enfouis sous terre. Donc, cette autorisation a été donnée au niveau du ministère de l'Urbanisme
du gouvernement central. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais ceci n'est pas le cas dans certains coins de la République démocratique du Congo. Souvent, la fin de la pluie apporte de mal que de bien. Illustration au Congo central, précisément dans la cité Sonabata, où Matimbui Eumba a fait un focus sur certains bâtiments touchés. Suivez ce reportage. La pluie qui s'est abattue sur cette cité a causé d'énormes dégâts matériels. La cité Sonabata a été fortement touchée. Plusieurs bâtiments, l'école catholique, les arbres même déracinés et même l'hôpital général de référence n'a pas été épargné. Cette infrastructure hospitalière a vu ce toiture être emportée par des vents violents. Alerté, le conseil d'administration conduit par son président Massamba Malonga a tenu de se rendre compte de la situation. Heureusement, aucun décès enregistré. Les patients internés sont épargnés. Le médecin directeur, le docteur Chiama Toussimba. Le bâtiment qui est derrière nous, c'est les soins intensifs chirurgie. Et à l'intérieur, il y avait 6 cas opérés. Toute la toiture est emportée. Ce n'est pas seulement le bâtiment de soins intensifs chirurgie que vous voyez derrière moi. De l'autre côté, si on tourne, vous allez voir qu'il y a la médecine interne femme. On ne saura plus aussi récupérer sa toiture. Il y a eu écroulement des colonnes qui soutenaient la toiture et puis il y a des fissures, vraiment, étant donné que les colonnes se sont projetées sur le versant antérieur du mur. Il y a des fissures qui nécessitent assez qu'on répare vraiment. La population sollicite l'intervention du gouvernement pour réhabiliter cet hôpital qui a soigné le premier président du pays en 1962 et l'un des hôpitaux sélectionnés pour le programme de la gratuité de la maternité. Ce qui se passe ici à Sonabata, c'est vraiment pitoyable. La nature a fait ce qu'elle a fait. Mais on ne peut pas laisser comme ça. Si on laisse comme ça, ça sera grave. L'hôpital, presque 45% il a détruit. Et je demande surtout aux ressortissants de Kassangolo, les natifs de Kassangolo, ceux qui ont été liés ici à Sonabata, partout où vous êtes, si vous pouvez porter votre contribution pour que nous puissions faire quelque chose. Ça, vraiment, c'est notre affaire. Nous devons quand même faire quelque chose. Plusieurs services sont organisés ici dans cet hôpital qui soigne la plupart de la population de Kassangolo et même d'ailleurs. Lancement cette matinée au Centre des handicapés d'un projet dénommé Inclusion et participation des femmes rurales au processus électoral. C'était au cours d'une conférence de presse animée par la présidente de la structure Femmes solidaires pour la paix et le développement. Question d'impliquer la presse à vulgariser et sensibiliser la femme rurale au civisme électoral. Le point avec Nathan Emilio Tamboué et Jonathan Kalenda. Suivez. Une éducation civique électorale s'avère importante pour éveiller la conscience et la sensibilité des femmes rurales et des jeunes en milieu périurbain, eux qui ignorent leurs devoirs par manque d'information et de formation. C'est ce qu'a expliqué la présidente de FSPD, Femmes solidaires pour la paix et le développement, au cours de sa conférence de presse dans le cadre d'un projet porté sur l'inclusion et la participation des femmes rurales au processus électoral en RDC. Une occasion rêvée d'impliquer la presse par cet exercice à l'accompagnement afin de mener des plaidoyers pour lutter contre l'ignorance de ses droits. Désir Foura s'est explicité les motivations qui ont conduit à sceller ce projet. Il est donc question de mener des sensibilisations des jeunes, des hommes et de la population sur les stratégies à mettre en place pour que les femmes en milieu rural ne soient pas discriminées par rapport au processus électoral. C'est un projet qui a été financé par IRI avec la mise en œuvre de ce projet par l'organisation Femmes solidaires pour la paix et le développement pour qu'effectivement nous puissions mener des actions de sensibilisation. Nous puissions renforcer les capacités des femmes elles-mêmes, des jeunes dans l'éducation civique électorale, surtout par rapport à leur participation. Les femmes sont nombreuses, elles travaillent beaucoup, mais par rapport à la participation maintenant, à certaines prises de décision, même pour aller voter ou bien même pour être candidate, elles ne sont pas prises en compte. À partir de ce projet Voix Leadership, nous avons constaté qu'il y a un problème
de l'implication et de la participation des femmes de ces milieux dans l'éducation civique électorale et qu'il était opportun de renforcer les capacités des femmes de ces villages sur l'éducation civique électorale. Au regard du constat dégagé sur le terrain par la FSPD, la femme rurale s'intéresse de moins en moins à la question électorale, elle qui vit selon certains rapports dans une prison à ciel ouvert. C'est ainsi que, comme ce défi reste à relever, la FSPD va organiser des séances de production des outils de sensibilisation, de publication des dépliants, afin que le message passe facilement sur le terrain. Toujours dans la même rubrique, les femmes de la RTNC de développement sont allées à la découverte de l'emblématique Institut national de recherche biomédicale dans la matinée de ce mercredi 20 mars. Une visite guidée qui s'inscrit dans le cadre du mois dédié aux droits des femmes. Jacques Amouins et Bienvenue Kaïba signent ce reportage. Ces femmes de la RTNC de développement ont eu l'opportunité de découvrir les différents départements de l'Institut national de recherche biomédicale INRB et le travail qui s'effectue dans chacune des pièces visitées de cet établissement public du secteur de la santé. Au cours de cette visite guidée, les chefs de chaque département visité ont tenu à expliquer ce que c'est fait comme travail dans leur secteur. Ici, c'est la parasitologie et nous travaillons beaucoup plus ici au sein de l'unité dans laquelle vous êtes maintenant. Nous travaillons beaucoup plus sur le paludisme, premièrement, et d'autres parasites, comme le parasite responsable de la maladie du sommeil, qu'on appelle le trypanosome. On travaille aussi sur la schistosomiase, on appelle la bilharziose, les termes les plus simples, les gens qui ont uriné du sang, des choses comme ça, ainsi que les parasitoses intestinales de manière générale. Ces femmes ont suivi une formation par rapport à notre métier. Et elles travaillent bien, nous apprécions donc ce qu'elles font et elles nous donnent satisfaction dans les analyses qu'elles sont en train de faire pour la population. À l'issue de cette découverte, la guide de cette visite guidée s'est exprimée. Nous sommes venus visiter les laboratoires de l'INRB. On a passé un bon moment ensemble. Elles ont pu voir l'importance de l'INRB, la place que l'INRB a dans le système de santé du pays. L'INRB a un gros poids. Avec l'INRB, quand il y a un problème de santé publique, l'INRB peut dire voilà, le problème est dû à telle pathologie, à tel pathogène, à tel problème, et on peut trouver la solution. Signalons qu'une photo de famille a sanctionné cette visite guidée des femmes de la RTNC2 au développement. Place à présent aux journaux parus ce mercredi dans la capitale, dans une sélection et un commentaire de Matimboui et Oumba. Revue de presse. Bonsoir. Démarrons cette sélection de journaux par Forum des As qui titre Patrick Mouyaya Katemboué, nous n'avons pas d'autre choix face à la traîtrise. Justifiant la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC, Patrick Mouyaya, lors de son briefing presse, a réagi à une préoccupation d'un journaliste sur cette question. Cette décision prise avec l'accord du chef de l'État bénéficiera d'un encadrement spécifique d'Ixit, le ministre de la Communication et Médias, pour ne pas tomber dans l'arbitraire. Le pays n'avait pas de choix face aux actes de traîtrise répétés alors que les stratégies sont montées pour vaincre l'ennemi. Cette note circulaire de la ministre d'État en charge de la justice fixe justement les infractions et comportements répréhensibles, tout en rajoutant que cette levée du moratoire a été prise pour de besoins spécifiques, conclut le journal. Le confrère Africa News s'intéresse au dossier Chérubin Okende et titre « C'est donc ce mercredi 20 mars, 8 mois après la découverte de son corps sans vie criblé de balles, que l'opposant Chérubin Okende va être finalement enterré ». Entre-temps, la manchette annonce la libération du journaliste Stanis Boujakira. S'attardant sur les principales causes de son arrestation, la consort parle de la fin d'un long feuilleton judiciaire qui avait débuté en septembre dernier. Condamné d'abord à 6 mois de prison, ce journaliste a été libéré finalement mardi dans la soirée. Une sentence qui a failli être revue à la hausse. Le parquet avait, selon ce quotidien, cherché à faire appel de cette condamnation, fait qu'il remettait en cause la libération. Lundi, le tribunal de grande
grande instance Kinshasa-Gombe avait jugé le journaliste Boujakira coupable de contrefaçon, faux en écriture, propagation de faux bruits suite à un article sur la mort de l'opposant Okende. Le juge l'avait condamné à 6 mois. Ce, malgré le vouloir du parquet qui avait voulu faire appel. Le ministère public avait donc requis une peine bien plus lourde de 20 ans d'emprisonnement malgré cette sentence. Mais un ultime rebondissement se produit un peu plus tard. Le parquet est finalement revenu sur sa décision, d'où la libération du journaliste. Dans un tout autre sujet, Econews titre « Immeuble affaissé à Gombe, Ngobilasse de douane, Mwabilou, botte en touche ». S'attardant sur le même sujet, le quotidien titre à son tour « Pius Mwabilou isole l'immeuble affaissé et y interdit tout accès ». Aussitôt alerté, Pius Mwabilou, ministre d'État, a dépêché sur les lieux du drame une équipe d'inspecteurs de l'urbanisme et habitat pour constater le fait, identifier le propriétaire et établir les responsabilités. Selon un communiqué de son conseiller en charge de communication et questions politiques, la construction de l'immeuble décrié est irrégulière car ne respectant pas les normes de construction édictées par le service de l'urbanisme et habitat. Le cabinet du ministre d'État, ministre de l'urbanisme et habitat, rappelle que le 20 décembre 2023, sur l'ordre du ministre, le travaux avait été suspendu sur ces chantiers à cause du non-respect de la loi. Par contre, le ministre constate avec regret que malgré cette interdiction, le propriétaire et ses complices ont continué le travaux dans la clandestinité. Et c'est la fin de cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci. Nous bouclons ce journal. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et surtout avec le même plaisir. En attendant, restez branchés sur nos antennes. Merci.